Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Bonjour Jacques Dallest. Bonjour Guillaume. Vous étiez juge d'instruction, procureur de la République et procureur général pendant 30 ans en Corse, à Marseille, dans les années en plus pas forcément faciles, à Chambéry aussi. Oui. Vous avez écrit un livre et vous venez nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu. Il y a une préface de Éric Dupond-Moretti, j'ai vu. Exact. Il s'appelle Cold Case, c'est aux éditions Mareuil Éditions qu'on aime beaucoup. Il y a toujours plein de livres hyper intéressants, on les embrasse. Cold Case, qu'est-ce que vous racontez dans votre livre ? Je raconte le crime dans sa complexité, et puis je parle aussi du crime non élucidé. Pourquoi un crime n'est pas résolu par les enquêteurs. Il y en a beaucoup en France. Il y en a pas mal. Heureusement, il y en a moins que de crimes résolus, parce que très souvent, l'auteur du meurtre, on l'arrête très vite. Mais il arrive que des meurtriers, des assassins ne soient pas identifiés et qu'il faille des années pour qu'ils le soient, et même que dans certains cas, ils ne seront jamais identifiés. C'est ce qu'on appelle les cold cases. On peut ressortir les cold cases. Je sais, aux États-Unis, ils en ressortent parfois 30 ans après. Ouais. Ils arrivent à élucider, notamment grâce à l'ADN, l'arrivée de l'ADN. Ça a permis d'élucider plein de cold cases. On le fait aussi en France, parce que l'ADN est apparu dans les années 90. Et donc, on a pu aujourd'hui réouvrir des affaires anciennes et on a pu trouver l'auteur grâce à l'ADN. Et ça, c'est un moyen formidable qui a permis de faire progresser les enquêtes. Et pour Xavier Dupont de Ligonnès, qui a tué toute sa famille, donc on sait que c'est lui qui les a tués, et on sait qu'il les a mis sous sa terrasse. Est-ce que vous avez des news de l'enquête ? Est-ce que vous avez... Pourquoi on n'a jamais retrouvé ? Non, j'ai évidemment pas d'informations. On le soupçonne évidemment fortement d'avoir tué tous les membres de sa famille. On ne l'a pas retrouvé, il a pris la fuite. Il est sans doute décédé, moi c'est ce que je pense, mais on n'en a aucune certitude. Et voilà, donc ça nourrit beaucoup l'actualité. On le saura peut-être jamais du coup. On ne le saura peut-être jamais, effectivement, comme d'autres crimes malheureusement. Vous parlez dans votre livre, on va revenir tout à l'heure là-dessus, mais vous parlez du crime parfait, Oui, que c'est possible, bien sûr. et vous donnez la recette. Je donne pas vraiment la recette, j'illustre, je donne un exemple. Comment commettre un crime sans être soupçonné. Vous le direz tout à l'heure, parce que ça, c'est un peu improbable aussi. Oui. Quand j'ai lu le livre, j'étais un peu étonné. Il faut combien d'années d'études pour être procureur ? Alors, il faut en général 5 ans après le bac, un master de droit ou de sciences politiques, c'est un peu la voie normale. Il faut passer un concours, l'École nationale de la magistrature. Vous avez 2 ans et demi de scolarité et à l'issue, vous êtes magistrat, juge, procureur. Qu'est-ce que c'est qu'un procureur ? Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas très clair non plus. Je sais qu'il y a des juges, Ouais. des procureurs, des juges d'instruction, mais je ne sais pas à quoi servent chaque métier. Il y a 2 catégories. Il y a les juges qui vont juger, qui vont instruire un dossier, qui vont juger, et il y a les procureurs qui, eux, accusent, qui poursuivent les gens. Quand quelqu'un a commis un délit, la police, la gendarmerie rendent compte à celui qui poursuit, c'est-à-dire le procureur. Mais le procureur ne juge pas. C'est pas vous qui décidez si... Non, s'il ne condamne pas, il poursuit, c'est-à-dire il amène devant la justice, un tribunal, éventuellement, quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis un délit. Et alors, est-ce que c'est dangereux comme métier quand on bosse en Corse, dans les années difficiles, à Marseille ? C'est dangereux dans certains pays où malheureusement on tue les juges, on tue les procureurs. C'est pas le cas en France. Des juges ont été assassinés, c'est arrivé. Des préfets ? Bien sûr, mais on peut recevoir de temps en temps des menaces, des gens qui sont énervés parce qu'on leur fait des misères. C'est pas un métier dangereux. D'ailleurs, si on a peur de ce métier, il vaut mieux faire autre chose. Parce que vous êtes parfois, pendant un procès, je sais pas, insulté ou menacé par... Ça arrive. Ça arrive ? Oui, ça peut arriver. Mais ça fait partie du métier. On fait face à des choses pas très agréables, aller sur une scène de crime, demander une peine de prison contre quelqu'un. Donc, il faut accepter qu'il y ait de l'énervement, qu'il y ait de la colère chez les gens. Vous avez fait des stages pendant vos études ? Bien sûr, oui. C'est quoi un stage de procureur ? Alors, on fait des stages quand on est à l'école de la magistrature. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait beaucoup de stages. On va chez des policiers, chez des gendarmes, on peut aller chez les pompiers. Moi, j'ai fait un stage qui m'a marqué de surveillant de prison. On avait l'uniforme de surveillant. Je l'ai fait à la prison de la Santé à Paris pendant 15 jours. Le boulot d'un surveillant, et j'allais sonder les barreaux, je rentrais dans les cellules. Ça, c'est un truc très intéressant parce que ça vous donne une idée de ce qu'est la prison, où on en verra sans doute beaucoup de monde quand on sera dans le métier. La plupart des Français trouvent que la justice n'est pas assez sévère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'ai fait une petite conférence dans un lycée dans ma région, et il y a un jeune, et j'attendais la question, il me dit « Oui, mais qu'est-ce que vous pensez ? Vous ne pensez pas que la justice est laxiste ?» C'est le mot qu'on entend tout le temps. Alors, je lui ai répondu, oui, mais tu sais, la justice, elle est souvent laxiste pour le voisin, mais si tu es concerné, là, tu trouveras qu'elle est trop sévère pour toi. Ça ne veut pas dire grand-chose. La justice est trop sévère pour soi, pas assez sévère pour les autres. En fait, vous avez vu qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans les prisons qu'aujourd'hui, 73 000 détenus.
La justice n'est pas laxiste. Bien sûr, il y a des affaires qui ne donnent pas lieu à condamnation. Bien, il y a des gens qui sont peut-être coupables mais qu'on ne juge pas. Mais je ne crois vraiment pas que dans les autres pays européens, la France soit spécialement indulgente. Non, mais c'est laxiste parce que parfois on voit des gens qui prennent pas une grosse peine alors qu'ils ont fait un truc difficile, qu'il y a des vraies victimes derrière. Ou alors laxiste parce qu'on voit que Salah Abdeslam peut se marier en prison et on voit que sur Internet, ça fait réagir. Ce qu'il y a, c'est que la justice, elle applique la loi. C'est pas les juges qui font la loi, hein. C'est le Parlement, le pouvoir exécutif, le gouvernement. La justice ne fait qu'appliquer la loi. Et si la loi permet ces mesures-là, on doit les appliquer. Et si on n'est pas d'accord, il faut changer la loi. Mais est-ce que c'est justement pas leur guerre de profiter du code pénal actuel ? Le code pénal, c'est le reflet de la société, hein. Code pénal en 2023, il est forcément plus indulgent, plus sympathique qu'il y a 50 ans, qui était plus dur. Et peut-être que dans 50 ans, il sera encore différent. Donc, c'est le reflet de l'évolution sociale. Bon, finalement... Il s'adapte avec un décalage, en gros. Ouais, voilà. On accepte et on demande des choses qu'on n'aurait pas acceptées dans le passé. Aujourd'hui, il y a des télévisions dans les cellules. C'était impensable il y a quelques années en arrière, etc., etc. Donc, évidemment, vu du côté des victimes, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est l'hôtel de 4 étoiles ? En fait, c'est pas la réalité, quoi. C'est quoi l'affaire la plus médiatisée sur laquelle vous avez travaillé ? Vous en avez travaillé sur beaucoup, mais... Oui, bien sûr. La dernière, je n'ai pas travaillé directement parce que dans mes fonctions, j'étais un petit peu au-dessus. C'est l'affaire Nordal-Lelandais, la petite Maëlys qui a été tuée. Le procès, d'ailleurs, a eu lieu au début de l'année dernière. Puis j'en ai connu d'autres. Je l'ai suivi un peu à ses débuts, l'affaire de l'assassinat du préfet Erignac. Il y a souvent une actualité, souvent les médias se braquent sur l'affaire, mais ça part très vite. Il y a des médias qui parlent de choses... On va dire un grand bordel médiatique, si vous me permettez l'expression, qui fait que ça rend difficile le travail des enquêteurs. Sur Maëlys et Nordal-Lelandais, comment vous avez été prévenu ? Qu'est-ce que vous avez fait sur cette affaire ? Oui, alors c'était pas moi le procureur, hein, c'était le procureur de Bourgoin-Jallieu, la commune où s'est passé le crime, qui a suivi le dossier. Moi j'étais procureur général, donc le procureur me rendait compte de l'évolution du dossier. Et moi je rendais compte au ministère de la Justice, hein, c'est le fonctionnement normal. Et d'ailleurs j'ai beaucoup soutenu la procureure qui était en première ligne. Après, le dossier est allé à Grenoble, donc il y a un changement de procureur. Et le procureur de Grenoble a beaucoup communiqué avec les médias pour expliquer, et notamment ce qui était un moment terrible, lorsque Nordal-Lelandais avouait les faits, et lorsqu'il a fallu retrouver les restes de la petite Maëlys qui était disparue. Et là, c'était un moment fort. Vous avez rencontré Nordal-Lelandais ? Oui, je l'ai rencontré en prison et j'ai demandé une peine de prison contre lui au moment du procès, à la fin du procès, bien sûr. Et vous le rencontrez, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans une pièce ? Parce qu'on a du mal à imaginer. C'est intéressant pour les gens, il va en ceux qui prison. veulent même travailler dedans, bien sûr. Pour comprendre ce qu'ils vont y faire. Le procureur, il doit aller visiter les prisons de son ressort, notamment, et c'est l'occasion de faire une visite dans la prison. Et moi, je suis allé le voir dans le quartier d'isolement. On a un petit peu discuté. On n'a pas parlé de son affaire, évidemment. Moi, j'aime même beaucoup aller rencontrer les détenus dans leurs cellules, puis discuter comme ça, mais pas de leur affaire, parce que normalement, quand on interroge quelqu'un, il faut que son avocat soit présent. Mais pour voir un peu l'ambiance. Et voilà, j'ai vu le personnage et je l'ai revu donc un peu après au procès. Vous savez, Nordal-Lelandais, c'est ce que je dis d'ailleurs beaucoup dans le livre, il a une tête normale. Hein. Il n'y a pas une tête d'assassin, ça n'existe pas. Mais c'est ça qui est flippant. J'en ai jamais rencontré. C'est ça qui est flippant. Rarement. On imagine un tueur avec une sale tête, etc. Moi, j'en ai très peu rencontré, des gens qui avaient un visage de meurtrier. Souvent, d'ailleurs, j'ai même eu des gens qui ont plutôt une bonne tête. C'est vrai ? Mais ouais. Puis qui basculent dans le crime, et ça surprend toujours parce qu'on aimerait bien que le criminel soit très différent de vous, physiquement. Oui, pour ça le reconnaître facilement. Voilà. Ouais. Si physiquement, le gars, il ressemble à votre voisin, à votre frère, à votre père et tout, là, ça vous déstabilise, et c'est souvent la réalité. Quand vous rentrez dans la cellule de Nordal-Lelandais, vous lui serrez la main, vous restez un peu distant. Je ne sais pas si je lui ai serré la main, mais c'est possible. Il y a des gardiens. Oui, j'étais vous rentrez pas tout seul ? Non, mais... j'ai été en tête-à-tête pendant longtemps comme juge d'instruction avec des criminels, hein, des escrocs, des trafiquants. Il m'est arrivé de leur serrer la main. Hein. Mais quand vous dites en tête-à-tête, il y a toujours quand même de la police derrière ou même pas ? Quand les gens sont détenus, il y a toujours des gardes qui sont là. Mais vous savez, si le type veut se jeter sur vous, il a le temps, hein, c'est vite fait. Hein, un moment, un interrogatoire, vous êtes à 1 mètre de lui. D'ailleurs, j'ai toujours pris la précaution de jamais laisser de ciseaux, de coups de papier. J'ai vu des collègues qui avaient des gros objets un peu lourds. Je dis, fais gaffe, parce que si un jour le type il est énervé, il prend même ça. Un ciseau, même un stylo.
Parce qu'il y a des moments de tension, vous savez, hein, quand il y a un interrogatoire, le type il peut contester les faits, il peut à un moment avoir une colère qui monte, et on ne sait jamais. C'est déjà arrivé, il y a rarement eu des agressions, mais il y en a eu contre des juges, ça peut arriver. Ouais. Vous n'avez jamais eu peur, vous, vraiment? Tout peut arriver. Je veux dire, si vous avez peur quand vous sortez du palais de justice, il faut changer de métier. J'ai eu des gardes du corps quand j'étais en Corse, après l'assassinat du préfet oui, quand même, c'était pas toujours très drôle, mais j'ai accepté. Puis si à un moment vous vous saturez, il faut partir, quoi. Un Nordal Lelandais s'excuse quand il vous voit. Vous le sentez un peu comment? Non. Alors encore une fois, quand on s'est vu dans la prison, on n'a pas parlé de son affaire, hein, c'était juste la vie en prison. Non, mais il pourrait vous dire, j'ai merdé. Ouais, mais non. Puis ça n'aurait pas été bon, il était encore en détention provisoire, il n'était pas encore jugé, donc j'aurais pas pu parler de son affaire, puis j'avais pas envie. Non, pour moi je l'ai vu comme un détenu comme un autre, qui était isolé des autres, mais tous ceux que j'ai pu rencontrer, j'ai rencontré des tueurs en série dans la prison de Ensisheim en Alsace. On discute comme des êtres humains, vous savez. Je savais qu'ils avaient tous tué. Les 3 que j'ai rencontrés, Fourniret, Guy Georges et Francis Holm, ils ont tué plus d'une 30aine de personnes à eux 3. Mais vous voyez des êtres humains d'abord. Et vous savez qu'ils ont tué... Vous arrivez à pas leur en vouloir? Oui, parce que dans notre métier, on est obligé, on ne peut pas en vouloir. Ça, c'est après à la justice de juger, de condamner. On ne peut pas raisonner en termes de bien et de mal. On doit avoir une démarche de professionnel, si vous voulez. On sait ce qu'ils ont fait, mais on voit d'abord quelqu'un à qui on parle. Et si on va lui parler, faut accepter qu'il y ait un minimum de dialogue, si la personne... Et vous avez rencontré la famille de Maëlys aussi? Oui. De l'autre côté pour... Alors au moment du procès, bien sûr, il y avait ses parents, sa sœur. C'était un moment très très fort. Et c'était un moment le plus difficile pour eux parce que ça faisait plusieurs années que l'affaire était à l'instruction. Les médias en ont beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de reportages. Puis vient le jour du procès qui dure 3 semaines. Et là, ils se retrouvent face à face avec le meurtrier présumé de leur fille, de leur sœur. Et ça, c'est un moment fort, quoi. Il y avait le portrait de la petite Maëlys. Et c'est toujours ce qu'on voit dans les cours d'assises, c'est la famille qui, quelquefois, pour la première fois, ça peut arriver, voit l'auteur du crime d'un de leurs proches. Et les regards, c'est terrible. Quelquefois, les regards ne se croisent pas. Souvent, l'accusé ne regarde pas la famille. Ça peut arriver, mais c'est un drôle d'endroit. C'est un peu comme une scène de théâtre, d'une certaine manière, où il y a des sentiments, mais souvent, il y a beaucoup de dignité. Et la plupart du temps, les familles sont très dignes. Elles ne vont pas hurler, elles ne vont pas insulter l'accusé. Ce qui pourrait se comprendre. Ce qui pourrait se comprendre, c'est arrivé, qu'il y ait des cris. Dans la série de Jeffrey Dahmer sur Netflix, on voit à un moment donné, il y a une nana qui a perdu quelqu'un, qui essaye de lui sauter dessus, ce qui peut se comprendre aussi. Mais c'est rare, ça peut arriver. Souvent, alors, ils sont préparés, les avocats leur disent, il faut se tenir bien, mais puis il y a une sécurité, il y a des portiques. Parce qu'on sait il y a des gendarmes partout, j'ai vu. Oui, bien sûr, mais après... Les mots doivent s'exprimer, il peut y avoir des mots de haine et des choses comme ça, mais il y a rarement des insultes du côté de la famille, c'est très rare. Et un Nordal Lelandais ne va pas présenter ses excuses? Il peut le faire, mais je suis pas... il l'a fait dans l'espèce, mais les excuses, qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, mais évidemment. Ça veut pas dire non, mais il ne va chose. pas, ne serait-ce qu'essayer de faire profil bas. Est-ce qu'ils arrivent, on a du mal à imaginer, parce qu'il n'y a pas de vidéo de ces procès en France, c'est que des dessins, mais est-ce qu'il va arriver fièrement Non. Ou il arrive quand même profil bas? Alors, vous pouvez avoir des accusés qui ont la langue bien pendue, qui parlent beaucoup, mais c'est rare, ils sont plutôt la tête basse, ils parlent peu. Au cinéma, on parle beaucoup quand on est dans le box des accusés. Dans la réalité, c'est pas trop le cas. Souvent, la tête baissée, des mots très brefs, des excuses. Quand les faits sont reconnus, parce que si le type dit « c'est pas moi », il va pas s'excuser. Il peut arriver au procès « non, je suis pas l'auteur du crime ». Mais il est rare que tout le monde se contient. Alors, ça bouillonne, on sent bien du côté des familles, ça peut bouillonner. Je pense qu'ils auront envie de hurler, de l'insulter, l'accusé, le type. Mais finalement, les gens se tiennent bien. Et souvent parce que le procès a lieu des années plus tard. Si on jugeait les gens dans les 3 mois du crime, ce serait terrible. Terrible. Les années passent, le deuil commence à se faire, même s'il faut le procès pour que le deuil s'achève. Et ça permet d'étouffer un peu la haine, quoi. Vous vous rappelez d'un truc qui vous a marqué à ce procès? Oui, je me souviens de la sœur qui avait 16 ans, la sœur, deux filles, qui a été d'un courage et qui se lève, qui va à la barre et qui regarde droit dans les yeux Nordal Lelandais en disant « dis la vérité », etc. Enfin, elle voulait comprendre, parce que jusque-là, il disait que c'était un accident, il ne savait pas trop. Et elle a eu un courage fort. Il n'a pas vraiment chancelé, il n'a pas trop bougé, mais on sent quand même que ça l'a déstabilisé. Et le courage de cette petite,
qui pensait à sa petite sœur de 8 ans. C'était quand même un moment fort. Il y a des larmes. Mais elle a eu vraiment beaucoup de dignité et ça nous a tous marqués. Elle avait quel âge à l'époque du procès, la sœur ? 16 ans, 17 ans, je crois. Ah oui, 17 ans. Et c'est très impressionnant de parler devant une cour comme ça, on ne se rend pas compte. Oui, bien sûr, mais je pense qu'elle s'est retrouvée là, en tête-à-tête. Elle était à quelques mètres de Nordal-Lelandais. Elle lui a dit ce qu'elle avait envie de lui dire, je crois. Parce que souvent, les familles, les proches n'arrivent pas à dire tout ce qu'ils pensent. Il faut leur donner la parole, et ça, le président de la cour d'assises doit donner la parole. Qu'est-ce que vous avez envie ? Il y en a qui lisent des papiers, d'autres, ils s'expriment, et souvent, ils s'expriment très bien, et c'est pas forcément haineux. Juste pour finir sur Nordal-Lelandais, dernière question, mais j'ai entendu un peu partout qu'il avait des conditions de détention un peu particulières, et que notamment, il avait des autorisations de passer des week-ends et d'avoir des relations sexuelles. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, c'est-à-dire que la loi, elle permet, quand la prison est équipée de ce qu'on appelle une unité de vie familiale, c'est-à-dire une espèce un studio où ça peut durer jusqu'à 48 heures, le détenu, qui soit condamné ou en détention provisoire, si on l'autorise, peut avoir la visite de sa femme, de son ami, de proches. Et ça a été, effectivement, c'est autorisé. Alors, il y a quand même une sécurité, il est fouillé, etc. Mais c'est ce que la loi permet de faire. Alors, je peux comprendre que ça choque. Vous, ça vous choque ou pas ? Non, ça ne me choque pas parce que, encore une fois, c'est la loi. C'est pas un privilège qu'on a donné spécialement à. Et ça vous choque pas qu'il y ait des gens qui ont envie d'aller le voir ? C'est un peu ce côté fan qu'ont parfois des tueurs en série. Exactement. Et il est très fréquent de voir le nombre de lettres d'amour que reçoivent les tueurs en série. Nordal-Lelandais en reçoit ? Oui, bien sûr. Il a reçu. Et c'est très surprenant de voir que même les plus grands assassins arrivent à séduire, au moins à distance, des femmes qui leur écrivent. Il y en a même qui peuvent se marier en prison. Et plus on a affaire à un assassin, plus il a des fans. Et c'est-à-dire que Nordal-Lelandais a des relations sexuelles avec des gens qui viennent le voir en prison. Alors, il en a eu, mais bon, la privation de sexualité, ça ne fait pas partie de la peine. Ça peut toujours choquer, je comprends, nos concitoyens, mais c'est aussi l'évolution de notre société qui permet ça. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans, évidemment. Et il y a une prison qui s'appelle Ensisheim, qui est dans l'est de la France. Oui. J'imagine, Ensisheim, ça me fait penser à l'Alsace, non ? C'est l'Alsace. C'est ça ? C'est ça. C'est une prison qui est particulière, vous l'avez déjà visitée ? J'y suis allé il y a quelques années, oui, tout à fait. C'est une prison qui est au cœur du village d'Ensisheim, c'est pas très loin de Colmar, où il y a 200 détenus. C'est une maison centrale, donc on n'y met que des gens condamnés. Ils ont été jugés, condamnés. Sur des longues peines ? Sur des longues peines, c'est que des longues peines, et on y met en gros le profil tueur en série, tueur sexuel. Wow. C'est là qu'on a quelques gens très connus qui sont dans cette prison. Comme qui, par exemple ? Alors, se trouvait Fourniret, Michel Fourniret, qui est mort, qui était là-bas, Guy Georges, tueur en série de l'Est parisien, Francis Holm, qui a tué 11 personnes. On vient d'y affecter Nordal-Lelandais, et puis un grand nombre d'autres tueurs en série ou d'assassins. J'en parle dans le livre, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré un qui avait tué 4 personnes, qui était en train de balayer le couloir, un garçon sympathique. Et voilà, on a discuté un petit peu. Ça ressemble à quoi, cette prison de l'intérieur ? C'est une prison plutôt grande, c'est une prison ancienne, c'est un ancien couvent qui a été collège, couvent, et qui est une prison qui n'est pas très grande. Je vous dis, il n'y a que des détenus, il y a des ateliers, plutôt de l'espace. Et les gens, les gars purgent leur peine et peuvent être là pendant 20 ans, 30 ans. Certains sont morts là-bas. Il y a la télé ? Oui, bien sûr. Et des consoles de jeux ? Consoles de jeux, c'est des questions que les gens se demandent. Bibliothèque, médiathèque. Oui, bien sûr, ils ont accès à des activités culturelles, sportives. Vous parliez de Fourniret. Oui. Vous l'avez rencontré ? Oui, je l'ai rencontré avec le directeur. On est allé dans sa cellule. Qui est un des plus gros tueurs en série français. Oui. Alors, malheureusement, il ne sera pas jugé puisqu'il est mort. On lui a reproché 4 autres homicides. Il a tué combien de personnes, officiellement ? Il a été condamné pour 8 meurtres. Et là, on lui a reproché 4 autres, dont celui de la petite Estelle Mouzin. Estelle Mouzin, oui. Voilà. Et donc, un drôle de personnage, je le décris dans le livre, un petit bonhomme, barbu, lunettes, avec plein de choses dans sa cellule, très bien rangé, des petits papiers. Et j'étais surpris du fait qu'il nous disait que le temps était trop court pour lui. Il avait tellement de choses à faire dans sa tête. Et il y a un moment qui était assez fort, c'est que quand il a parlé de la nuit, il disait que la nuit était difficile quand même. Il s'est un peu confié. La nuit, parce que la nuit, c'est là que les démons ressortent. Et alors, il a eu même un peu, pas des larmes, mais un petit peu d'humidité dans l'œil. Je ne sais pas si c'était... Bon, il était jugé, c'était fini. Mais là, parce qu'il avait un drôle de regard quand même, une espèce de regard fixe. Un petit bonhomme. Par exemple, vous le croisez dans la rue, vous ne savez pas.
Vous vous dites pas c'est un tueur en série? Non, absolument pas. Impossible à Impossible à savoir. Même si vous lui parlez dans la rue pour lui demander votre chemin, vous ne dites pas, tiens, ce mec-là a une aura bizarre. Si vous preniez une galerie de tueurs en série français ou étrangers, vous verriez que la plupart ont des bonnes têtes. L'être difforme, le Quasimodo, vous savez, de Notre-Dame de Paris, moi, j'en ai jamais rencontré. C'est au contraire des gens qui peuvent nouer des relations assez facilement parce qu'ils paraissent banals. Et donc vous dites qu'il était ému, mais qu'est-ce qu'il vous raconte? Il vous dit quoi la nuit? Il nous disait que la nuit, il pensait à des choses. Comme si, peut-être le souvenir de ses victimes, parce qu'il a tué des enfants, des jeunes filles dans des conditions effroyables, hein, qui l'étranglaient, enlevés, violés. Oui, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Je sais qu'il y a une camionnette, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pour beaucoup avec sa femme, hein, il abordait il était en chasse, en prédation, voilà. Il abordait des enfants, des jeunes filles. Il cherchait plutôt des filles vierges qu'il séquestrait. Donc, il enlevait, séquestrait et qu'il violait jusqu'à étranglement. Pour moi, je pense que Fourniret, c'est un des tueurs en série les plus pervers qu'on ait jamais eu en France. Mais c'était un type pour qui donner la mort, je crois, d'abord c'était son fantasme, déflorer une jeune fille, un drôle de truc avec une espèce un sentiment de toute puissance. Moi, j'ai discuté avec le procureur qui a suivi l'affaire à l'époque dans le nord de la France et il y racontait, quoi. Il jubilait, il sentait de la satisfaction à évoquer son truc parce qu'il avait l'impression d'être plus fort que tous. Wow. Et puis, disant, mais moi, je ne vais pas tout vous dire. Il aurait pu tout avouer au début. Hein, il en a gardé comme s'il se sentait plus intelligent que la justice, etc. Donc, il était un peu pervers en plus, parce qu'il il menait un peu les gens par le bout du nez, je crois même à la justice. Le pervers, c'est celui qui exerce une contrainte sur les autres pour sa satisfaction personnelle. Et lui, je crois, c'était véritablement un pervers absolu. Et donc lui, vous arrivez à passer un moment, entre guillemets, sympathique avec ce gars-là, où vous le regardez méchamment? Pas sympathique. On a du mal à... Bien sûr, non. À matérialiser une rencontre avec Fourniret. Mais encore une fois, des criminels, j'en ai rencontré beaucoup. Donc j'ai un regard plutôt neutre. Non, mais est-ce que vous restez froid, distant, ou vous êtes humain quand même? Non, pas humain. On a discuté simplement. On n'a pas eu un tête-à-tête, il ne s'est pas confié. On était debout dans la cellule, hein, on n'est pas restés 3 heures ensemble. Mais c'est intéressant de le voir dans son lieu de vie. Une espèce de petit bout de cellule très bien rangé, avec des documents partout. Il a avoué à la fin pour la petite Estelle Mouzin? Je crois qu'il a reconnu 4 autres meurtres, dont celui de la petite Estelle. Mais la justice se demande toujours s'il n'y en a pas encore d'autres qui vont sortir, quoi. C'est possible, et je crois que Monique Olivier sera jugée à l'automne prochain pour certaines de ses affaires. Vous êtes déjà allé sur des scènes de crime? Ouh là là. Oui. Trop. Des dizaines et des dizaines. Alors, j'ai toujours aimé y aller. Quand on est procureur de la République, quand il se passe quelque chose, les policiers ou les gendarmes vous appellent. Et donc, quand j'étais à Marseille, je suis allé sur une quarantaine de scènes de crime, beaucoup de règlements de compte. Malheureusement, à Marseille, c'est assez fréquent, notamment dans les quartiers nord, où des jeunes se font rafaler à la Kalachnikov. Donc, j'ai à peu près tout vu. J'ai des souvenirs assez effroyables de corps calcinés. Quand il a fallu de gens qui ont été abattus dans une voiture, on y a mis le feu. Il a fallu sortir à la baramine, les pompiers, le corps, parce que le plastique de la voiture avait fondu, ça avait collé le corps. Oh là là. Vous voyez, des trucs assez incroyables. Quand vous êtes dans une grande ville, à Paris, à Marseille, des crimes, vous en avez très régulièrement. À Marseille, il y en avait beaucoup. Je me souviens d'une semaine, on a eu 4 meurtres, très divers, un règlement de compte, des crimes toutes sortes. Je me souviens d'un type qui s'est fait abattre dans un bar sur le Vieux-Port à Marseille. C'était 11h du soir. D'ailleurs, dès le lendemain, le bar, il était déjà ouvert. Donc, ils ont nettoyé, le type s'est pris 2 tueurs qui sont venus balle dans la tête. On arrive sur place et on voit les enquêteurs, on voit le médecin légiste, et là, c'est un drôle de moment. Et le bar reprend son cours. Et le lendemain, moi, ça m'avait surpris, je pensais que le bar resterait fermé. Une fois que les enquêteurs ont fait leur constatation, ont nettoyé le sang, le bar est réouvert. Dans votre livre, Cold Case, là, vous dites, page 13, donner la mort, finalement, c'est facile et accessible à tous. Oui, bien sûr. Le meurtrier, ça peut être n'importe qui, ça peut être soi-même. Vous savez, comme on peut se donner la mort à soi-même, on peut tuer l'autre, hein, dans un moment de colère, d'énervement. Tous les jours, il y a des crimes de gens qui sont des gens normaux, qui ne sont pas des malades mentaux, qui ne sont pas des psychopathes, et qui, par colère, par vengeance, peuvent basculer un couteau, c'est vite fait. Et vous dites une expression dans le livre qui est assez folle, vous dites « j'ai rencontré des voyous ou des tueurs sympathiques ». Bien sûr, oui. Alors peut-être plus chez les voyous, qui sont souvent des séducteurs, qui savent parler, Je pense aux braqueurs. Les braqueurs, c'est des gens assez solides, il y en a beaucoup moins maintenant qu'à une époque, qui sont assez séduisants, qui sont assez agréables. Et d'autres, les plus désagréables, enfin ceux que moi j'aimais le moins, c'est les pédophiles, quoi.
qui sont des gens tout à fait normaux, qui sont assez flasques, je dirais, et qui souvent contestent les faits. Non, c'est la gamine qui m'a provoqué, etc. Et cela, ça doit vous... c'est désagréable. Et d'ailleurs, vous êtes papa? Oui, bien sûr. Votre père? Bien sûr. Donc ça doit encore plus... Ouais, ça fait bouger, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, en prison, ces gens-là, qu'on appelle les pointeurs, on les met un peu à part pour éviter qu'ils soient victimes d'agressions de co-détenus. C'est quoi la scène de crime qui vous a le plus marqué? Je me souviens beaucoup de l'assassinat du préfet Erignac en 98. En Corse? Ouais, en Corse, où il a été abattu. Il avait déposé sa femme, il était en retard pour aller dans un spectacle, et puis en montant le trottoir, pendant le trottoir, il a été abattu dans le dos et dans la nuque, et j'ai vu son corps avec une flaque de sang, et ça m'a marqué parce que le préfet Erignac, je l'avais vu quelques jours avant. Mais malheureusement, des meurtres, j'en ai vu tellement que... Mais chacun est différent. Le préfet Erignac, vous êtes procureur de la République d'Ajaccio. D'Ajaccio. Ajaccio. Pardon. Et donc, vous arrivez, on vous appelle, on vous dit, il faut venir voir, etc. Machin. Un collègue m'appelle, on dit le préfet, on a abattu le préfet, on a assassiné le préfet. Sa femme, il n'a rien fait? Non, il était dans la salle de spectacle, il est en retard, il avait déposé pour garer la voiture, et c'est en allant au spectacle qu'il est abattu. Et ça a été un maelstrom incroyable, parce qu'après, le président de la République est venu. C'est la première fois qu'on tuait un préfet dans l'exercice de ses fonctions. Et là, vous avez eu des gardes du corps à ce moment-là? Oui, le procureur de Bastia et moi-même, on a eu une unité de policiers qui a été créée, pour protéger quelques personnalités. Et pendant 6 mois, j'ai eu 3 gardes du corps. Je me baladais cours Napoléon, qui est la cour centrale, avec un type devant et 2 de chaque côté. C'était un grand choc, même pour la population. Il y a une manifestation importante. Malheureusement, la violence dans l'île, ça, c'est des moments forts. Il y en a eu beaucoup d'autres personnes qui ont été abattues. J'ai le souvenir du père et du fils qui se sont entretués à coups de couteau. Mais non. Le fils s'est jeté sur son père, l'a poignardé. Le père a réussi à désarmer son fils et à tuer son fils. C'est incroyable, sous les yeux de la mer. Ça s'est passé sur les hauteurs d'Ajaccio il y a déjà longtemps. C'est des choses qui vous restent. Et les proches qui sont venus, ont refusé qu'on emmène les corps à la morgue. Mais non. Si. Il a fallu qu'on les amène, le père et le fils, donc qui s'étaient entretués dans la maison familiale. Les 2 sont décédés? Les 2 sont décédés. Le père est décédé après Oui, le père a réussi, qui avait repris un coup de couteau, a réussi à désarmer son fils et à tuer son fils. Et le père est mort aussi, suite à un drôle de truc. Entretués vraiment jusqu'au... Ils se sont entretués, puis j'ai fallu que je parlemente avec les proches qui sont arrivés, qui ont refusé qu'on amène les corps à la morgue. Et pourquoi? Ils voulaient, la tradition, c'est on amène les corps dans la famille, on les veille, et on les a amenés dans la maison de famille, et le médecin légiste a pu examiner les plaies des 2 victimes pour savoir exactement. Et j'ai essayé d'expliquer aux proches qu'il fallait quand même qu'il y ait une autopsie. Ils n'ont pas voulu. Et je pense qu'ils avaient les fusils dans les voitures si on avait... Ah, c'est vrai? Si on avait... Ah oui, ça rigolait pas, vous le sentiez? J'étais avec le colonel de gendarmerie, on a parlementé, mais on n'a pas pu. Donc finalement, comme il n'y avait pas de projectiles à rechercher, c'était des plaies par arme blanche. C'était pour faire même une autopsie un peu... Une autopsie sommaire, quoi. Ouais. Sur le lit familial de la maison où c'est-à-dire qu'en Corse, ils arrivent à mettre la pression plus que... Alors c'est une affaire un peu particulière. Je pense qu'aujourd'hui les choses ont évolué. Il y a une époque où quand il y a un crime qui se produisait dans un village, le corps était déplacé. Avant l'arrivée des gendarmes, on l'amenait à la maison de famille. Donc c'est embêtant parce que on ne pouvait pas faire les constatations. Moi, j'ai pas connu ça, mais quand certains vous disent, mais à l'époque, c'était même difficile d'avoir un corps sur place. Et vous n'avez pas eu peur, vous, quand vous aviez des gardes du corps, vous voyez le préfet, vous non, dites pas, parce que magistrat, ça non, pue? parce que moi, j'ai toujours été fataliste. Si on veut vous tuer, on peut y arriver. J'avais plutôt peur qu'on s'en prenne à mes proches. Ah, c'est ça. Et notamment qu'on soit victime d'un attentat à l'explosif. Mon prédécesseur, on lui avait fait sauter sa voiture, c'est une voiture de fonction, on avait mis une petite charge sur la voiture, boum, sur le parking. Donc ça, c'est des moments qui restent forts. Est-ce que quand on est magistrat, parfois on comprend certains délits ou certains crimes? Une femme qui tue son mari parce qu'elle s'est fait taper, ou ce qu'on appelle la mafia en Corse, fait péter les maisons qui n'ont pas de permis de construire, où ça pourrait gâcher la côte. Est-ce que parfois vous comprenez de l'autre côté? On peut toujours prendre en compte le mobile. Pourquoi on a tué quelqu'un, pourquoi on a fait ça. Il peut être respectable, admissible, honorable. Après, c'est la peine qui sera différente. Ça ne peut pas être une excuse non plus. Exactement. Non, parce qu'on peut faire quelque chose, à la limite, vous allez braquer une banque et vous allez amener l'argent chez Emmaüs en disant c'est pour la bonne cause. Mais la justice tient compte de ça. Oui, du mobile. Oui, il y a on quand appelle même, ça le mobile.
la raison pour laquelle on fait quelque chose. Est-ce que c'est par colère, par vengeance, pour une bonne cause? Ce qui est dangereux, c'est quand chacun considère que son mobile est légitime, parce que là, c'est risqué, quoi. S'il dit je vais faire ça, j'aime pas les médecins, je vais en tuer un. J'aime pas ceux qui font l'avortement, pratiquent l'avortement, je vais en tuer un. Vous voyez, c'est dangereux. Il peut y avoir des causes justes, disons en tout cas respectables, et d'autres qui ne le sont absolument pas. Vous parlez d'une scène improbable avec une corneille, un oiseau. Oui, vous nous racontez un corbeau ou une corneille. Je crois que c'était sur un règlement de compte à Marseille où j'étais sur la scène de crime. Ça se passe en général dans la rue. Le type est dans sa voiture ou un type est exécuté, un homme est exécuté dans la rue. Et pas très loin du corps, il y avait la tête a été éclatée. Il y avait un morceau de crâne. Et donc j'étais là à observer la scène et je vois arriver un corbeau, corneille, qui est arrivé et qui a piqué le morceau et qui est parti avec. Avant que le médecin et puis les enquêteurs aient pu... voilà. Ah oui, donc il est parti avec le morceau. Ouais. Alors ça paraît, c'est terrible, mais voilà, on a des détails comme ça quelquefois qui vous marquent, et ça m'avait marqué. Je me dis tiens, voilà, comme quoi la nature est plus forte que tout le reste. Et vous parlez, en fait, on se rend pas compte de tout ce que vous avez dû voir. C'est ça qui est difficile pour un être humain. Vous allez bien psychologiquement? Là, vous venez de prendre votre retraite, c'est ça? Oui. Même si vous faites toujours des conférences. Pour l'instant, je reste vivant, mentalement, j'espère sain de corps et d'esprit. Après, dans ce métier, on a tous un vécu, des choses terribles à voir. Moi, ça m'a appris beaucoup sur l'être humain, sur ce dont il est capable. Il y a aussi des choses magnifiques que quelqu'un peut commettre. Il n'y a pas que des choses terribles. Des médecins qui vont sauver un type qui s'est pris des balles alors que ça peut être un malfaiteur. Il y a des gens qui sont extrêmement dévoués, ou des gens qui vont voir en prison des gens pour les redresser socialement. Enfin, il y a quand même énormément de dévouement. D'humanité, ouais. Plein de gens. Il y a des salopards, il y a des gens qui, sans foi ni loi, et moi, j'ai plutôt une vision optimiste de la nature humaine, quoi. Ah, c'est vrai? Parce que je pourrais être un grand pessimiste en disant... En ayant vu tout ça? Non, je reste optimiste. Je crois qu'il faut rester optimiste. Alors c'est pas très optimiste, mais vous citez une scène choquante que vous avez vue, l'odeur et le bruit des larves. J'étais juge d'instruction à Lyon, et il a fallu reconstituer un crime. C'était un clochard qui en avait tué un autre à coups de cutter. Quand on a fait la reconstitution, c'est-à-dire on va sur place pour refaire la scène de crime, quand on est rentré, évidemment l'odeur était encore terrible, on marchait sur les larves d'insectes. Quand une personne décède, il y a des mouches qui pondent des œufs, et évidemment ça donne des larves, et ça craquait sous nos pieds. D'ailleurs, ma greffière, elle se sentait mal, parce qu'il y avait à la fois l'odeur qui était épouvantable, et le bruit des larves qu'on écrasait, qui étaient les larves qui étaient sur le cadavre et qui étaient restées sur le sol. C'était un squat, un truc non occupé, un appartement non occupé, si ce n'est par les clochards. Là. Donc c'est là qu'on voit des choses... terrible où l'être humain peut, à un moment, basculer presque dans l'animalité, quoi, dans l'animal, quoi. Vous parlez de comment commettre le crime parfait dans le livre. Ça m'a surpris, j'avoue. Cold Case, votre livre chez Mareuil Éditions qui est sorti, qui est très intéressant. Si vous aimez un petit peu tout ce que raconte Jacques depuis tout à l'heure, vous allez aimer le livre. Pour tous ceux qui aiment même les thrillers, c'est tout ça en fait. C'est l'histoire d'enquête. Vous racontez vraiment, c'est passionnant. En plus, il est bien épais. Il y a beaucoup d'anecdotes. Comment on peut commettre le crime parfait? Vous qui étiez alors, malheureusement, des crimes parfaits, il y en a beaucoup, puisque c'est des crimes qu'on n'a pas élucidés. Crime parfait, c'est quand personne ne sait même qu'il y a eu un crime. Parce qu'on peut être soupçonné, mis en cause, mais finalement, on n'est pas condamné, on n'est pas puni, parce qu'on a réussi à pas être suffisamment mis en cause. Mais il peut y avoir le crime qui a été commis sans qu'on sache que c'est un crime. Ça, vous êtes sûr que ça arrive? Vous pensez que ça arrive? Bien sûr. Et notamment lorsqu'on tue quelqu'un, mais qu'on transforme ça en accident, voire en suicide. Finalement, c'est le crime parfait. Vous avez fait passer ça pour un événement fortuit. Et je donne un exemple de ce qui pourrait être le crime parfait en montagne. Et je laisse au lecteur le soin de... C'est très court, c'est une petite fiction de 2 pages, où là, alors on peut toujours quand même enquêter sur ce qui s'est passé, mais a priori, on pourrait imaginer, faire croire que c'était un pauvre accident alors que c'est un meurtre. Comme quoi, par exemple, sans tout expliquer, mais... Pousser quelqu'un, dans un ravin. Vous dites qu'il a glissé? Voilà. Vous dites, les accidents de montagne, il y en a tous les étés. Des gens qui glissent en faisant des randonnées. Et on ne sait jamais si c'est un meurtre. Alors, heureusement, la plupart du temps, ce sont des accidents. C'est des gens qui ont glissé, etc. Mais on pourrait imaginer que ça puisse être un acte volontaire
si on a une raison de le faire. L'intérêt, c'est quand on arrive à ne pas... Plus jamais je vais tourner le dos à quelqu'un dans si le vous vide. tuez quelqu'un chez vous, si vous transportez le corps dans votre voiture, vous avez de très fortes chances de laisser des traces, des micro-traces. Même si vous nettoyez De l'ADN, voilà, chez vous et la voiture. L'affaire Nordahl-Lelandais, si on a pu le mettre en cause, c'est qu'il y avait une tache de sang de la petite Maëlys dans son coffre. Mais si vous arrivez à vous débarrasser de quelqu'un dans la nature sans témoin, et qu'on ne retrouve pas le corps, notamment, ça peut être le début du crime parfait. Vous êtes déjà tombé sur des gens qui vous ont dit « ma femme s'est suicidée » ou « mon mec s'est suicidé » et vous vous êtes rendu compte que c'était pas vrai? Bien sûr. C'est là que le travail des enquêteurs est déterminant. C'est à eux de vérifier de très près ce qui est dit, et puis surtout d'examiner le corps. Quelqu'un qui est pendu, est-ce que la personne s'est pendue d'elle-même ou est-ce qu'on l'a pendue? Il ne faut pas non plus transformer un suicide en crime. Ah oui, c'est arrivé. Moi, j'ai connu des affaires où on pouvait penser que la personne avait été tuée. Je donne des exemples d'ailleurs, et finalement c'était un suicide. Et il ne faut pas s'arrêter à la première approche, il faut regarder de très près. Parce que les gens qui se suicident ne laissent pas forcément des lettres? Non. Des trucs comme ça? Exactement, bien sûr. Il y a des personnes qui peuvent être très heureuses, très joyeuses le matin et se suicider l'après-midi, et les proches sont très surpris, mais il avait plein de projets, et ça surprend. Ça arrive, ça? Bien sûr. Des gens qui se suicident alors qu'ils vont bien? Bien sûr. Des gens qui ont sans doute des problèmes accumulés, si vous voulez, qui ne dévoilent pas et qui, à un moment, peuvent... Et ça déroute les proches qui ne peuvent pas admettre l'idée d'un suicide, alors que c'est peut-être l'hypothèse. Mais on regarde de près. Mais pour ça, il faut trouver le corps. Et s'il n'y a pas de corps, si la personne s'est donnée la mort dans un endroit inaccessible... Je cite l'exemple d'une jeune femme qui avait disparu de chez elle à Grenoble. On a retrouvé son corps 8 mois après, pas très loin de chez elle, elle s'était pendue. Oh là là. Pourtant, on avait ratissé le secteur, on n'a pas retrouvé le corps. Donc, c'était vraiment un suicide. Mais on ne s'arrête pas à ce qu'on voit. Il faut creuser, regarder, vérifier, autant que faire se peut. Et si on n'a pas de reste humain, c'est ça le problème. Vous jugez les séries télé? Vous la regardez? Parfois, vous vous dites ça, c'est pas Oui. Alors, je suis assez sévère parce que je trouve que les séries françaises, en particulier... Représentent pas? Pas terrible. Les films, les téléfilms, c'est souvent caricatural, notamment sur la représentation de la justice. La réalité, je trouve, dans les fictions françaises, est quand même pas terrible. Il y a peu de films que je pourrais recommander, ou de téléfilms qui sont à peu près réalistes. Ah, c'est vrai? Ah ouais, je trouve qu'il y aurait des progrès à faire. Vous êtes déjà intervenu sur un attentat? Je les ai connus encore, surtout les attentats, qui étaient ensuite traités par le parquet de Paris. Et là aussi, vous vous dites... s'il y avait heureusement, aucun n'a été meurtrier, ça aurait pu l'être. Je me souviens d'un morceau de métal qui venait d'une maison, d'un bâtiment qui s'était effondré, qui avait traversé une cloison d'un appartement, d'un immeuble à 200 mètres. C'est comme un éclat d'obus, quoi. Un éclat d'obus qui avait traversé, la personne aurait pu se prendre ça en pleine tête, c'était presque miraculeux. Et vous disiez en début d'interview tout à l'heure, le plus dur, c'est les pédophiles. Vous avez déjà eu affaire du coup à des pédophiles qui n'ont pas incestueux, bien sûr, oui. Et qui n'ont pas forcément le visage, parce qu'on imagine toujours, je sais rien, Marc Dutroux, des gars avec des lunettes jaunes un peu des années 80, mais c'est pas forcément le cas. Non, pas du tout, non. Le pédophile, c'est encore Monsieur tout le monde. Il n'y a aucun physique. On le voit généralement dans l'actualité. Ça peut être un bon père de famille, ça peut être un monsieur qui a des fonctions très honorables. Ça peut être un religieux, dans tous les domaines, on peut avoir des grandes surprises. Là, on est sur la pulsion sexuelle avec des victimes qui sont très vulnérables, les enfants, ou des personnes qui sont sous l'autorité de quelqu'un et qui se font abuser. Vous avez jamais eu envie de faire mal à quelqu'un? Faire mal judiciairement, mais pas physiquement, parce que... Non, mais ça doit être difficile parfois de se retrouver face à des gars comme ça. Mais on peut pas, parce que... En imaginez, tant que père, encore plus. Bien sûr, imaginez que le juge d'instruction insulte... Non, mais... l'avocat dit de montrer... Non, mais je dis pas que vous l'avez fait, je dis, est-ce qu'on n'a pas parfois, intérieurement, envie de... Si. Et j'ai eu des tête-à-tête avec des sales individus, j'avais du mépris pour eux, mais je ne devais pas le laisser apparaître. Le juge d'instruction, il a pour tâche d'essayer de faire parler. Donc si la personne, vous la murez parce qu'elle ne se sent pas écoutée, vous ne faites pas votre métier. Quand on est procureur, à l'audience, on peut attaquer. Quand vous êtes juge d'instruction, il faut garder de la réserve, de la froideur, parce que votre boulot, c'est d'instruire le dossier, c'est de connaître les faits et connaître la personnalité, et faire en sorte que la personne parle. Il y en a un en particulier qui vous a marqué, de pédophile, qui vous a énervé Je me souviens d'un type qui avait bien 70 ans passés,
Il avait été impliqué avec le père d'une gamine qui était photographiée dans toutes les manières possibles. Et il m'avait expliqué, lui, je crois que c'est un pharmacien, le gars, qu'en fait, il faisait une recherche, il voulait faire une enquête sur les déviations sexuelles, et en fait, il abusait de la gamine, quoi. Il faisait boire des verres d'urine à une petite, enfin des trucs assez incroyables, avec l'accord du père. On voit de tout. Moi, j'ai connu un enfant de 18 mois qui était violé par son père. J'ai connu un type qui avait violé une nonagénaire. Et ça, par exemple, vous voyez, vous, ce genre de truc-là? Bien sûr. Oui, c'est des caméras de surveillance, s'il y a des trucs. Et ça, vous êtes obligé de regarder? Bah oui, ça fait partie du dossier. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des vidéos d'exécution de Daesh, par exemple, ou sur des trucs sur Internet, sur Twitter. Ça nous marque à vie. Bien sûr. En vrai, on n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Je me rappelle très bien ce que j'ai vu. Je me rappelle ne plus parler pendant une demi-heure, poser mon téléphone et me dire waouh, c'est fou de quoi il y a. Ça doit vraiment vous choquer. C'est ce qu'on appelle les pièces à conviction. Même si vous êtes habitué. Oui, parce que d'abord, c'est utile à l'enquête de savoir ce qui s'est passé. On a jugé à Grenoble le meurtrier d'un jeune après une sortie de discothèque. C'était filmé, la scène du meurtre a été filmée par les caméras de la rue. Et ça a été un moment fort du procès où on a vu une bagarre, ils se sont tous tapés dessus et la victime, qui était un jeune d'une vingtaine d'années, morte de coups de couteau, on la voit donc sur les caméras. Donc c'est des choses qui vous restent, qui sont utiles à l'enquête, parce que ça matérialise les choses, on les voit. Puis il y a maintenant des gens qui prennent des photos, qui tournent des films de leurs scènes pédophiles et autres. Et ça marque forcément. Ces mecs-là prennent quand même cher, j'espère. Ben oui, après, ça dépend ce qu'ils ont fait réellement. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la preuve, c'est un élément à charge fort. Pour terminer, c'est quoi votre enquête la plus difficile que vous ayez eue? Alors j'ai le souvenir, oui, j'étais juge d'instruction à Lyon d'une femme qui est morte soufflée par une explosion dans sa voiture. En fait, elle a été victime d'une charge explosive, une machine infernale qui a été posée par son ex-mari. Ils avaient divorcé et lui n'avait jamais accepté le divorce. Il avait installé une bombe dans la voiture de sa femme qui le dimanche la déposait pour faire son marché. Et au moment où elle reprend sa voiture, en débrayant, la voiture explose parce qu'il avait mis de la poudre, une gourde de poudre sous le siège, reliée à la batterie. En débrayant, contact, boum, elle est morte blastée. C'est l'effet de souffle. Et le gars, on l'a vite soupçonné, il a toujours nié les faits pendant l'instruction. Et donc j'étais juge d'instruction. Il a fallu que j'instruise de très très près pour accumuler des charges contre lui. C'était un type, un ouvrier, un artisan, je crois, tout à fait ordinaire, mais qui n'a jamais reconnu les faits. Il a été condamné par la cour d'assises. Coupable? Il a été déclaré coupable et il n'a jamais voulu me dire que c'était lui, parce que c'était une femme ordinaire qui avait été, je crois qu'elle était femme de ménage, c'était pas un attentat terroriste. Non, c'est pas moi. Et il a fallu que je démontre pendant toute l'instruction, et ça a été passionnant, que en fait, il était l'auteur de l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a des monsieur tout le monde qui sont capables de fabriquer des bombes. Et oui, quand on veut tuer quelqu'un, quand on a un acharnement, la haine est la plus forte. Et on voit des gens qui sont prêts à tout. Vous savez, on se jure fidélité, amour au moment du mariage, mais malheureusement, les grands amours, ça peut être les plus grands de haine. Hein. Et j'en ai vu des gens qui s'étaient jurés fidélité et tout ça, et qui se sont tués de façon terrible. Donc voilà, ça c'est la vie. Et donc, encore une fois, le meurtrier, c'est monsieur tout le monde. Vous conseillez ce métier à vos Moi, enfants, je conseille, par exemple? bien sûr. Bien sûr. Magistrat, juge d'instruction, oui, procureur. Les jeunes, moi, mes filles ne font pas ce métier, mais quelqu'un qui serait intéressé par la rencontre avec l'autre, la vie concrète, il y a différentes fonctions dans la magistrature, mais être procureur ou juge d'instruction, vous êtes directement en contact de la vie, des coulisses de la société, pas dans ce qu'elle a forcément de plus beau, et c'est un beau métier, quoi. Cold Case, un magistrat enquête, voilà, avec une préface d'Éric Dupond-Moretti. Vous le connaissez? Je le connais, oui, bien sûr. Il vous a écrit la préface? Oui, c'est une courte préface qu'il a faite, parce que la loi qu'il a fait élaborer a permis de créer un pôle national à Nanterre qui maintenant gère les cold cases, les affaires les plus emblématiques. C'est une très bonne chose d'ailleurs, et je pense que c'était bien qu'il donne un peu son sentiment. Et il parle beaucoup des victimes qui attendent une solution peut-être à leur affaire. C'est chez Mareuil Édition. Voilà, si vous voulez chercher le livre, merci beaucoup, hein, Jacques, d'être venu. Jacques Dallès. Merci Guillaume. Voilà, Cold Case, plein d'anecdotes, plein d'histoires. Vous en avez eu un petit aperçu déjà là, mais comme ça, si vous allez chercher les livres, vous en aurez encore d'autres. Il y a quasiment 400 pages. Oui.
n'avez pas chômé. Hein. Non. 400 pages d'histoire. Merci beaucoup d'être venu, Jacques. Merci Guillaume, c'est un plaisir. En tout cas, bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez vous abonner, les gars, sur tous les réseaux de Légende, vous pouvez nous suivre. Mettre vos commentaires, on va lire tout ça, on va vous répondre évidemment. Un petit like aussi sur la vidéo, ça nous aide beaucoup sur l'algo. Gros bisous tout le monde et à très vite.